Alors, l'hypothyroïdie, en fait, c'est un dysfonctionnement qu'on dit fonctionnel, c'est-à-dire que ça va impacter l'ensemble du fonctionnement d'un métabolisme. C'est un petit peu pour imager comme si notre glande thyroïdienne était le chef d'orchestre de l'ensemble de notre métabolisme et qui mettait un petit peu au ralenti l'ensemble du fonctionnement de son corps. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une multitude de symptômes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, nous alerter à savoir est-ce qu'au niveau hormonal, il n'y a pas un problème? Bonjour Laure, merci beaucoup d'être de retour sur la chaîne puisque tu étais déjà venue faire une interview sur la rosacée ou plutôt un entretien, un échange sur la rosacée. Euh, donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de l'hypothyroïdie. Donc toi tu es coach en nutrition et tu es spécialisée dans l'accompagnement des femmes ou des hommes, je ne sais pas d'ailleurs, des femmes atteintes d'hypothyroïdie. J'ai pas encore eu d'homme, mais oui, Ah c'est d'accord. possible. Donc c'est possible, c'est pas juste les femmes, hein. Non, non, c'est pas juste. Après, les femmes sont plus largement touchées que les D'accord, hommes. Mais voilà. d'accord, Bah, merci pour ton invitation, Hélène. Je suis très contente d'être là aussi. avec plaisir. Écoute, peut-être que tu peux te représenter à nouveau pour les personnes qui n'auraient pas vu ta première vidéo. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais, de ton travail et de comment tu en es venu à t'intéresser à l'hypothyroïdie surtout. Donc, moi, je suis coach en nutrition. Donc, j'ai une formation nutritionniste. Je fais ça depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, j'accompagne les personnes qui sont en hypothyroïdie sur la partie alimentation et plus largement, en fait, sur aussi la gestion du stress et des émotions, puisqu'en fait, c'est une approche globale que je propose à mes clients. Moi, mon parcours, c'est que j'ai été en hypothyroïdie, en fait, depuis adolescente. Une hypothyroïdie qui n'a pas été détectée. Et donc, d'année en année, j'ai un peu traîné avec moi tous les symptômes jusqu'à peu près l'âge de 32 ans, où j'ai rencontré enfin un médecin qui m'a expliqué ce que j'avais. Et donc, de là, en fait, j'ai fait mes recherches et j'ai essayé de tout mettre en place pour pouvoir sortir de mon hypothyroïdie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur de pouvoir, à mon tour, aider les personnes qui ont été ou qui sont dans la même situation que moi à sortir de leur hypothyroïdie. Et ça passe en partie. Donc, un des piliers, c'est l'alimentation et aussi toute cette gestion du stress, des émotions qui viennent aussi s'ajouter à ça. Mhm. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est que l'hypothyroïdie? Enfin, quand est-ce qu'on parle d'hypothyroïdie? Alors, l'hypothyroïdie, en fait, c'est un dysfonctionnement qu'on dit fonctionnel, c'est-à-dire que ça va impacter l'ensemble du fonctionnement d'un métabolisme. C'est un petit peu pour imager comme si notre glande thyroïdienne était le chef d'orchestre de l'ensemble de notre métabolisme et qui mettait un petit peu au ralenti l'ensemble du fonctionnement de son corps. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une multitude de symptômes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, nous alerter à savoir est-ce qu'au niveau hormonal, il n'y a pas un problème? Et généralement, donc, le premier réflexe qu'on va voir, c'est aller voir comment fonctionne la thyroïde, qui est vraiment le chef d'orchestre du système hormonal, voilà, chez l'être humain, tout Mhm. simplement. D'accord. Et tu parles de symptômes spécifiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment on peut savoir si on a une hypothyroïdie? Bon, j'imagine qu'effectivement, il y a la prise de sang, mais ça, on en parlera peut-être dans un moment. Quand est-ce qu'on peut se dire, ah ben là, c'est peut-être effectivement un problème de thyroïde? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on, comme il y a des répercussions qui sont fonctionnelles, on peut vraiment aller checker par soi-même si on coche certains symptômes. Il y a vraiment des symptômes qui sont très récurrents, qui sont très courants. Et le premier, vraiment le plus probant, ça va être la fatigue. Pourquoi la fatigue? En fait, la fatigue, elle va se manifester d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont en hypothyroïdie vont se réveiller épuisées. Même après une nuit de sommeil classique, il va y avoir vraiment cet effet de j'arrive pas à sortir de mon lit, je me sens épuisée. Cet effet un petit peu de se dire est-ce que je vais pouvoir faire même les tâches courantes de la journée.
qui peuvent devenir vraiment comme une épreuve un peu à surmonter à chaque fois. Donc il y a vraiment ce sentiment d'épuisement un peu global, un peu général comme ça, et de ne pas réussir vraiment à reprendre le dessus et à recharger un petit peu les batteries. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, par contre, cette sensation de fatigue va s'atténuer au profit en fait d'un mieux-être euh, qui va, euh, qui va se faire tout au long de la journée jusqu'au moment du soir où on va sentir que bah, finalement, en fait, on est tellement en forme qu'on va même plus avoir envie d'aller se coucher. Donc, il y a un espèce de cercle vicieux comme ça qui se met en place et qui est totalement anormal finalement. C'est le Parce qu'on est contraire, en fait, censé- de ce qui devrait C'est se passer. exactement le contraire, exactement. Donc, on est censé se réveiller en pleine forme de sa nuit après avoir une bonne nuit de récupération, et puis le soir d'être fatigué de sa journée parce qu'on a fait plein de choses et que voilà, il est l'heure d'aller récupérer, tout simplement. Mhm. Donc, il y a ce symptôme-là qui est vraiment évocateur et qui met souvent la puce à l'oreille à la plupart des personnes qui ont une hypothyroïdie, de voir ça, vraiment cette sensation de fatigue qui est assez intense et qui est très, très facilement remarquable finalement. Mhm. Euh, Parce qu'on sait très bien qu'une fatigue, elle peut être très ponctuelle. On peut être fatigué, je pense qu'on est tous fatigués, mais pas de cette manière-là et pas de façon trop récurrente et limite anormale finalement. Mhm. Ouais, c'est clair, se lever fatigué tous les matins, c'est pas trop une vie non plus, hein. Non, c'est pas une vie et puis c'est pas normal. Et puis, mêlé à ça, en fait, on peut avoir un autre symptôme qui peut aussi passer à la trappe parfois, c'est un état un peu dépressif qui va souvent avec ce côté très fatigue, épuisement. Il y a un épuisement physique, mais du coup qui s'accompagne aussi assez souvent d'un épuisement mental. Mhm. On ne le sait pas forcément, mais il y a 70% des personnes qui sont en dépression qui sont en fait en hypothyroïdie. D'accord. Donc, comme quoi, vraiment, l'aspect mental et l'aspect physique sont extrêmement liés. Donc, ça peut être aussi un indicateur. Est-ce que j'ai une baisse de morale? Est-ce qu'il y a une raison ou pas? Est-ce que je peux faire le lien entre les deux? Voilà, ça peut être aussi un des symptômes qui peut mettre la puce à l'oreille. Il y a un autre symptôme qui est, je dirais presque le cas à 100% des cas sur les personnes en hypothyroïdie, c'est la frilosité. Mhm. Souvent les extrémités froides, les mains, les pieds froids, d'avoir toujours cette sensation d'avoir froid, même quand il fait chaud. C'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est très très courant. Moi, que je le vois sur 100% des personnes que j'accompagne. Et ça vient rejoindre en fait ce qu'on expliquait en tout début, c'est-à-dire que le fonctionnement, il y a un dysfonctionnement fonctionnel. En fait, le corps se met un petit peu en pause. C'est un peu Mhm. ça. Le système hormonal ne fonctionne pas de manière optimale et du coup, c'est comme si on mettait un petit peu son corps en pause finalement. D'accord. Voilà. Donc j'imagine que ça a des répercussions aussi sur le reste des systèmes, comme le système digestif. C'est pour ça que souvent, je sais que souvent c'est associé quand même à des petits problèmes intestinaux, des Ouais. dysbioses, des choses comme ça. Je crois que toi, tu as connu aussi la dysbiose avec ton Ouais, hypothyroïdie. exactement. La Alors, digestion, elle est au ralenti. ouais, c'est pratiquement tout le temps aussi le cas. C'est qu'en fait, un système digestif qui n'est pas optimal, qui est perturbé. Donc, beaucoup de personnes ont aussi des formes de constipation. C'est très symptomatique aussi d'une hypothyroïdie parce qu'en fait, effectivement, le système digestif est lui aussi au ralenti. Mhm. Donc, il ne fonctionne pas non plus de manière optimale et ça engendre notamment des constipations. Et puis oui, voilà, si on va chercher du côté un peu plus technique, on peut avoir voilà, un SIBO, euh, que ce soit bactérien ou fongique, voilà, un trouble en fait de la flore intestinale qui est aussi souvent très très lié en fait à une hypothyroïdie. En fait, c'est comme un cercle vertueux ou vicieux. Mhm. L'un va en fait entraîner l'autre. D'accord. C'est un peu et c'est quelque chose dont on parle très très peu, mais c'est toujours lié. Voilà, donc si on veut traiter une hypothyroïdie en donnant juste une hormone, en fait, on ne règle pas le problème. C'est-à-dire C'est que sûr. si on n'arrive pas à guérir son système digestif, et ben, en fait, on n'arrivera jamais à bout d'une hypothyroïdie, peu importe les médicaments et les hormones qu'on pourra prendre.
c'est que c'est totalement lié. Donc si on règle pas l'un, on règle pas l'autre. Mhm. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas assez souvent. Et c'est pour ça que l'alimentation, pour aller mieux, c'est un pilier qui est fondamental. Ouais, absolument. Mm. Voilà. Comme tu dis aussi, comme la gestion du stress et le bien-être émotionnel, j'imagine aussi, que Ouais. Mais ça le va stress vraiment agir, c'est un aussi. pilier aussi, quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir que le stress a une répercussion aussi sur le système digestif. Mhm. Ça, on n'en parle pas non plus, Oui. mais c'est réel. On peut avoir, donc, comme on disait aussi, un sommeil perturbé. Il y a beaucoup de répercussions au niveau du sommeil, donc perturbé, beaucoup de réveils nocturnes ou des insomnies. Euh, Ça peut engendrer ça et également un brouillard mental. Mhm. Il y a aussi pas mal de symptômes liés à ça, au brouillard mental. Euh, on peut aussi observer de manière un peu plus facile un goitre, par exemple. Ah oui. Donc, au niveau de la gorge, vraiment une espèce de boule comme ça. Donc, ça veut dire que la thyroïde n'a pas sa taille normale. Et donc, peut-être mettre la puce à l'oreille à savoir est-ce qu'il y a un trouble au niveau du fonctionnement de la thyroïde. Ça peut être... Ah, c'est pour ça qu'on fait des échographies. oui, c'est pour ça que les médecins, même généralistes, peuvent prescrire une échographie pour voir si la taille de la thyroïde est normale ou pas. On peut voir aussi quelque chose qui est assez courant finalement, c'est au niveau de la perte de la queue du sourcil. Donc cette Ah partie-là, oui. Mhm. il y a pas mal de personnes qui ont ça. Donc là, c'est vraiment visible. Et ça peut être un indicateur aussi, à savoir est-ce qu'il ne faudrait pas investiguer des recherches au niveau du fonctionnement de la thyroïde. Moi, ça, je le vois dans toute ma famille. Ouais, Oui, la fin du sourcil là, qui est presque inexistante. c'est ça. Et elles ont Ouais, toutes des problèmes de thyroïde, hein, je confirme. voilà. Mm. Donc ça peut être des indicateurs visibles. Autre indicateur visible, c'est tout ce qui est les problèmes de peau. Mm. Parce que c'est très lié aussi au système digestif. Donc, quand on a un système digestif qui n'est pas de qualité, eh ben, ça peut déclencher des problèmes de peau type rosacée, eczéma, psoriasis, etc. Comme toi, tu as connu d'ailleurs. Ouais, la rosacée, pour ma part. J'ai aussi eu de l'eczéma depuis petite. Mhm. Voilà, ça peut être un indicateur qui peut être intéressant d'investiguer également. Oui, Une parce que peau moi, je le vois, enfin, je te coupe un instant, mais je le vois aussi dans les personnes qui viennent me consulter ou que j'accompagne pour la rosacée. Il y a pas mal de cas d'hypothyroïdie, effectivement. ouais. euh, Automatiquement, le médecin va tester la thyroïde. En plus de, alors si c'est un médecin fonctionnel, ben, on va tester tout ce qui est digestif et hormonal, thyroïdien. Si c'est le médecin conventionnel, logiquement, il devrait aussi tester la thyroïde et puis tout ce qui est vitamines, etc. quand on a des problèmes comme la rosacée. Parce Mm. que c'est vrai qu'il y a un discours qui est assez culpabilisant, je trouve, par rapport au fait d'avoir de la rosacée, où on te dit, voilà, c'est à vie et Mm. au mieux, entre guillemets, on te donne des antibiotiques. Et donc, oui, durant le traitement, ça s'améliore, sauf que bah, ça revient après avec souvent des effets Des rebonds. rebonds, ouais. Absolument. Mm, mm. C'est là où on peut se dire, oui, effectivement, il y a un lien qui est direct avec le fonctionnement du système digestif, qui est lui-même en lien avec le fonctionnement de la thyroïde. En fait, il faut vraiment essayer de relier au maximum les choses entre elles pour avoir une vision qui est suffisamment juste des problèmes qu'on a pour pouvoir apporter la réponse qui Ouais, soit bien la sûr. plus pertinente possible. Mais j'ai mon médecin fonctionnel qui m'a expliqué pas plus tard que lundi que bah, eux partaient du triangle intestin, thyroïde, surrénal. Voilà, c'est le trio gagnant. C'est ça. Mm. Exactement ça. Ouais, Les hormones pour la thyroïde, le système digestif, la sphère digestive et les surrénales pour le côté aussi, l'aspect vraiment plus nerveux, système nerveux, etc. ouais, Donc ouais, c'est vraiment le trio, c'est ça. Des gros le piliers. trio gagnant.
ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle, on compartimente tout. Et Oui, c'est ça qui fait que, on n'arrive pas à des résultats qui soient optimaux. c'est ça, C'est que si on voit dans la globalité, on peut avoir déjà trouvé la cause. bien C'est sûr. déjà la première chose, c'est vraiment la première étape. Et après, c'est d'apporter la solution qui va avec cette cause et pas juste euh, mettre un pansement finalement. Oui, c'est ça. Pas juste, ah bah voilà, tu as ce symptôme-là, donc tel médicament. Voilà, Mais exactement. au final, on règle pas le fond du problème et ça revient. Et c'est pour ça que moi, je pense que, enfin, c'est pour ça de toute façon qu'on te dit que c'est enfin, que c'est incurable, qu'il n'y a pas de solution, que c'est un traitement à vie, Mhm. qu'il faut vivre avec. Mhm. Mais ça, c'est les discours opposés de la médecine conventionnelle et fonctionnelle. Ouais, L'approche n'est pas la même. Effectivement, du coup, les résultats sont pas les mêmes non plus. exactement. Mm. C'est ça. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, du coup, alors, qui il y en vont a plein pointer en vers fait. les... Franchement, je pense D'accord. qu'on pourrait faire la matinée à se dire quels Ça symptômes on peut provoque avoir. vraiment beaucoup de problèmes, alors enfin, de problématiques. Déjà d'être fatigué, bon, ça forcément. Moi, je résonne beaucoup avec ce que tu dis parce que justement, je me réveille tout le temps fatiguée. La frilosité, bon, ça c'est clair aussi. Et puis forcément, quand on est fatigué, bah, c'est compliqué de passer une bonne journée. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on a prévu de faire. Ça peut être très handicapant. Ça peut aussi Ouais. donner des maux de tête. Alors ça, je ne sais pas si tu vois ça dans l'hypothyroïdie, mais moi, la fatigue, ça me donne des maux de Aussi. tête ou des migraines. Quand je suis fatiguée, Mhm. c'est la digestion, bien sûr, elle va être affectée aussi. Enfin, c'est... Après, comme on est tous différents et qu'on n'a pas forcément, on part pas tous du même point, on n'a pas tous la même gravité, si on veut, la maladie. Bien sûr, c'est au cas par cas, puis on est Bien tous sûr. différents. C'est pour ça qu'il y a autant de symptômes finalement, presque que de personnes, même s'il y a des choses qui sont très récurrentes. Chaque profil est particulier finalement. Oui, voilà, c'est pour ça aussi que je ne sais plus qui m'a dit ça. Il y avait une personne qui m'avait dit, ah, mais moi, je ne peux pas être en hypothyroïdie parce que je ne prends pas de poids, donc c'est pas possible que ce soit de l'hypothyroïdie. Parce qu'en fait, elle avait associé la prise de poids avec l'hypothyroïdie. Oui, Et moi, j'avais dit, mais moi, je ne prends pas de poids non plus, hein. oui, Mais voilà, enfin, je vais en venir à la question de la TSH parce qu'on me l'a posé plusieurs fois. La TSH, c'est comme ça qu'on va mesurer enfin, quand on va, en tout cas, quand on va chez son médecin, en général, on mesure la TSH. Et puis, en fonction des résultats, on va aller plus loin, voir d'autres analyses pour la T3, la T4 et autres. Mais du coup, la TSH, est-ce qu'elle permet de voir si on est en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie ou est-ce que ça suffit ou pas, justement? Est-ce que si on a une TSH qui est dans les normes de laboratoire, qui est souvent jusqu'à 4, le laboratoire, est-ce que ça va, tout va bien et donc ce n'est pas l'hypothyroïdie ou alors pas? en fait, dans médecine fonctionnelle, on dit que les symptômes sont toujours supérieurs aux résultats cliniques. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça qu'il faut être beaucoup dans l'observation de ce qui se passe dans les symptômes. Est-ce qu'on se sent bien ou pas? Est-ce qu'on se sent fatigué ou pas? C'est vraiment la première chose qu'on va prendre en considération. Après, oui, il y a la prise de sang qui va confirmer, infirmer ou nous mettre sur une piste. La TSH, on va dire que c'est l'indispensable. C'est bien d'avoir ça, mais ça ne sera pas suffisant, comme on l'expliquait, pour trouver la cause. Ça Mhm. va être un indicateur. Donc, on a ces fameuses normes, on va dire, optimales et les normes laboratoires. Sachant que les normes laboratoires, voilà, elles vont de 0,3 à 4,5 pour donner juste un ordre d'idée. Et les normes optimales, elles vont en gros, hein, entre 0,25, 0,3 et jusqu'à, on va dire, 1,3, voire 2 pour certains. Donc, les normes, elles ne sont pas figées non plus. Mhm. Elles vont dépendre des sources. Il y a des sources différentes selon un peu les médecins. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est ça. Et donc, entre ces fameuses normes optimales et les normes labo, en fait, il y a une zone grise finalement. Mhm. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de prendre en premier lieu en considération les symptômes, parce qu'on peut être dans cette zone grise et être en hypothyroïdie, avoir tous les symptômes, être mal. Et pour cause, en fait, la TSH ne suffit pas. Ça va être un premier
indicateur, mais ça ne suffit absolument pas. Il faut faire beaucoup plus de tests que ça. Donc, on connaît la T3, la T4, les hormones qui sont fabriquées, enfin, qui sont en lien en fait avec la fabrication de la TSH, les hormones actives qui vont venir dans les cellules pour donner l'information et pour activer donc le système hormonal de manière optimale. Mais voilà, moi, ce que je conseille, et je pense que c'est aussi, on a le même discours là-dessus, c'est d'aller vraiment investiguer au maximum avec l'aide d'un médecin fonctionnel qui, lui, va faire vraiment toutes les analyses pour avoir une vision vraiment globale et la plus juste possible sur l'état de santé au moment T. La prise de sang, elle sert juste à donner un aperçu d'un état de santé à un moment T. Donc, ça donne vraiment des indications sur quelles sont les causes. Mais les symptômes, être alerte sur les symptômes, c'est vraiment quelque chose qui est capital parce que Mhm. l'idée, c'est pas d'avoir des bonnes analyses. Alors, c'est très bien, ça reste quand même des chiffres sur une feuille. L'idée, c'est vraiment d'aller mieux et de ne plus Ouais, avoir de c'est ça. symptômes. Mm, C'est mm. ça surtout l'idée. Les prises de sang, elles vont vraiment nous dire sur quel terrain travailler, sur quel point il faut vraiment mettre l'accent et oui, et travailler pour guérir tout simplement. Alors, on peut guérir, je mets ça entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont la maladie auto-immune d'Hashimoto. Donc, Mhm. c'est 80% des personnes qui ont une hypothyroïdie, donc c'est vraiment la majorité. Et D'accord. là, on est face à une vraie maladie auto-immune. Et là, on ne peut pas parler de guérison parce que c'est une maladie auto-immune et qu'une maladie auto-immune, quand elle est déclenchée, c'est à vie. Mhm. Voilà. Néanmoins, il faut quand même se dire qu'on peut mettre en dormance cette maladie et ne plus avoir de symptômes. Donc, encore une fois, en fait, il faut avoir un discours qui n'est pas fataliste. Malheureusement, c'est un peu tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais vraiment expliquer qu'on peut se sortir et vivre très, très bien, même avec une maladie auto-immune. Et même si on n'a pas la maladie auto-immune, on peut aussi sortir de l'hypothyroïdie. Voilà, c'est pas une fatalité. Il y a vraiment des choses à faire, à mettre en place, à investiguer pour aller mieux. Et j'avais oublié du coup ce symptôme qui est hyper fréquent aussi et qui gâche la vie de pas mal de femmes aussi, c'est la prise de poids. Alors c'est vrai que moi, comme toi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu forcément de prise de poids. Mais c'est très, très courant et Ah, ça va jusqu'à 25, prendre 25 à 30 kilos, c'est ah oui, énorme. quand même. Ah oui, oui, Est-ce que oui. c'est plutôt autour de la préménopause ou ménopause Pas ou du pas du tout? tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes femmes à qui ça arrive, des jeunes. D'accord. Et c'est quelque chose aussi qui est très impactant au niveau Bien aussi du sûr. moral. Ah, bien sûr. Parce que prendre 20, 25, voire 30 kilos, ça peut être très traumatisant en fait. Et ça peut être un indicateur, voilà, une prise de poids assez subite, Mhm. avec pas forcément d'explication. Ça peut être un symptôme. Alors pourquoi c'est un symptôme? C'est parce qu'en fait, le métabolisme, il est au ralenti. Et quand on a un métabolisme qui est très très bas, ben, on mange la même chose, mais on va stocker plus parce qu'en fait, Mhm. on ne se dépense pas suffisamment, Mhm. tout simplement. Donc en fait, l'idée, quand on veut sortir d'une hypothyroïdie et perdre ce poids de manière naturelle, eh ben, c'est de relancer tout simplement ce métabolisme en travaillant sur les bons points de la bonne manière et aussi à l'aide, bien sûr, de l'alimentation, qui est un des D'accord. piliers euh, Et, fondamentaux. et donc, en général, quand on a un problème de thyroïde, on va voir son médecin, on a un traitement. Enfin, alors, dans la majorité des cas, j'imagine qu'il y a un traitement thyroïdien. Est-ce que on peut aussi retrouver, enfin, sortir de l'hypothyroïdie si elle n'est pas auto-immune déjà, sans traitement thyroïdien? Je crois que, est-ce que ça a été ton cas ou est-ce que toi, tu as été sous traitement? Ah non, j'ai pas été sous traitement parce que moi, j'ai jamais été diagnostiquée que par un médecin fonctionnel en hypothyroïdie. J'avais pas d'anticorps non plus. Et donc, pour la médecine conventionnelle, j'étais parfaitement normale, sauf que Mhm. j'avais vraiment des symptômes hyper flagrants, quoi. D'accord. Et dans tes résultats, ça se passait correctement? Enfin, Ah non, j'étais ouais, au-dessus, mais t'étais au-dessus. j'étais au-dessus des normes TSH, tu veux dire? optimales. Ouais, des Ouais. normes optimales parce que ils testent pas la T3 ni la T4 ni rien d'autre. Donc voilà, au niveau de la TSH, j'étais dans les normes labo, Mhm. c'est-à-dire que j'étais
dans les allez, 2,5, 3. Voilà, c'était un peu dans ces zones-là. Donc, personne s'affole et puis tout va bien. Donc, Mhm. tu as beau avoir tous les symptômes, en fait, bah, il n'y a pas besoin de traitement hormonal, d'après eux. Et donc, voilà, c'est un peu pour ça que ma seule solution, ça a été de me débrouiller par moi-même et de trouver des solutions qui soient plus concrètes que justement prendre un médicament. Et c'est un petit peu, en fait, l'écueil, je trouve, de se dire, voilà, j'ai cette maladie-là, je prends un médicament et ça va résoudre mon Mhm. problème. C'est pas si simple, en fait. Si on veut résoudre un problème, malheureusement, il suffit pas de prendre un médicament. Ça va pallier un manque d'hormones, mais si on fait pas le travail de fond, on s'en sort pas. Mhm. Et il y a tellement de personnes qui sont sous traitement et qui ne vont pas mieux. Il y en a énormément. Oui, c'est vrai. Mhm. Et c'est à ça qu'on voit que si on n'a pas une démarche qui soit globale et qu'on n'ait pas vraiment oui, une démarche plus globale et en travaillant en profondeur sur les problématiques, les vraies causes, eh bien, on restera peut-être toute sa vie avec ces symptômes-là, quoi. Enfermé dans cette hypothyroïdie qu'on pallie avec un Mhm. médicament. Et Voilà. justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur certaines causes? Est-ce que tu as réussi à identifier certaines causes de l'hypothyroïdie ou est-ce qu'on sait déjà les causes? Après, elles sont multiples. Moi, je dirais que Environnementales, si. j'imagine, peut-être Ouais, aussi. en fait, c'est multiple. C'est ça, Mhm. en fait. C'est comme c'est vraiment un dysfonction qui est fonctionnel et qui vient impacter l'ensemble du métabolisme. Pour qu'ils se mettent un petit peu comme ça en dormance et même développer des maladies auto-immunes, pour moi, c'est vraiment toujours une accumulation d'événements qui vont impacter de manière très significative en fait notre santé au niveau global en fait. Oui. Donc ça peut être dû par exemple à la prise excessive d'antibiotiques, donc qui vient vraiment dérégler la flore intestinale et qui va engendrer en fait par Mhm. exemple un dysfonctionnement hormonal et de la thyroïde. Ça peut être par exemple des chocs émotionnels. Ça peut être une alimentation qui est absolument pas adaptée. Ça peut être effectivement aussi environnemental, un stress chronique. Le stress, faut pas oublier que Le ça stress a des énorme. répercussions multiples aussi, hein, aussi bien mentales que physiques. Ça peut venir détériorer un système digestif. Enfin, Mhm. pour moi, c'est aussi beaucoup lié au système digestif. Moi, c'est vraiment un peu je trouve, le nerf de la guerre. Mais il faut pas oublier l'aspect aussi mental, qui est aussi important. Mm. Oui, en parlant de sphère digestive, en parlant d'Hashimoto, donc Hashimoto, c'est une maladie auto-immune. Et moi, ce que j'entends, en tout cas, de la part des médecins fonctionnels dans les vidéos que je peux regarder, parce que je regarde beaucoup, on revient toujours à la paroi intestinale, l'hyperméabilité intestinale, le leaky gut, qui serait a priori quand même à la base d'une maladie Ouais, auto-immune. qui est détérioré en fait et qui Oui, laisse passer en fait voilà. des substances qu'on ne devrait pas retrouver en fait dans le corps Mm. et le corps comprend pas ce qui se passe en fait et puis se met à fabriquer en fait des anticorps pour essayer de combattre quelque chose qui est anormal. En fait, le corps de manière naturelle va essayer toujours de retrouver l'équilibre. Donc, s'il y a quelque chose qui est anormal, en fait, il va créer quelque chose pour essayer de compenser Mhm. et de retourner à une situation qui est normale. Sauf que euh, retourner à une situation normale, c'est d'avoir un système digestif qui est plus perméable, en fait, qui est sain. Mm. Sauf que bah, la nutrition, l'alimentation actuelle fait qu'on a une détérioration qui est assez significative finalement du système digestif et qui vient engendrer toutes ces maladies auto-immunes. Il y a une explosion des maladies auto-immunes Oui, aujourd'hui, du absolument. diabète, enfin, et tout ça, c'est pas anodin. Bah, justement, on va parler un petit peu d'alimentation du coup pour l'hypothyroïdie. Bah, je vais te laisser nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu préconises. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière? Est-ce que c'est encore du cas par cas? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à éviter pour tout le monde si on est en hypothyroïdie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir plus rapidement avec l'alimentation? C'est toujours du cas par cas, quoi qu'il Ouais. arrive. Parce qu'on est tous différents et comme je te l'ai expliqué, en fait, on ne part pas tous du même point.
Après, bah, on a tous aussi nos affinités avec certains aliments, etc. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Mais il y a vraiment trois points qui sont clés pour avoir une alimentation qui soit adaptée quand on a une hypothyroïdie et qu'il faut vraiment respecter, c'est d'avoir une alimentation qui soit extrêmement digeste. Donc, de ne pas perturber son alimentation avec notamment des produits transformés ou ultra transformés. Donc, les éviter au maximum. Et éviter aussi tout ce qui peut détériorer la paroi intestinale. Et je pense notamment au gluten, Oui. le gluten moderne, enfin tout ce qui est céréales modernes, blé moderne, qui va largement détériorer la paroi intestinale. Donc vraiment faire très attention à la consommation de ces produits-là et surtout pour les gens qui ont des maladies auto-immunes. Oui. Le constat, il est très clair, hein. Si on arrête le gluten totalement, on fait littéralement chuter en fait les anticorps pour les personnes qui ont Hashimoto. Donc Mhm. ça, c'est un point qui est limite un impératif pour les personnes qui ont une maladie auto-immune et notamment Hashimoto. Oui. Et c'est le docteur Mouton qui en parlait. Et effectivement, enfin, moi, je le vois sur toutes les personnes que j'accompagne qui ont Hashimoto. Les résultats se parlent d'eux-mêmes, en fait, hein. Il n'y a pas à tergiverser. L'arrêt du gluten, c'est capital, en fait, si on veut enrayer cette maladie de manière efficace. Tout à fait. Après, pour les autres, ouais. Oui, non, c'est parce que moi, j'ai une maladie auto-immune et j'ai arrêté complètement le gluten. Je Ouais. mangeais, si tu veux, je mangeais très peu de gluten, mais je mangeais quand même du petit épeautre, donc des grains anciens. Mais même Mhm. ça, j'ai arrêté maintenant et effectivement, bah, je vois quand même les bienfaits en fait Ouais. de l'arrêt. Ouais. Ouais. Alors moi, j'ai pas une maladie auto-immune. Par contre, c'est vrai que moi, je ne mange plus de gluten non plus. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, moi, ça vient vraiment ralentir mon système digestif et ça vient en fait me créer une certaine fatigue, en Mhm. fait, parce que j'ai plus cette alimentation qui est suffisamment digeste et disponible. Et donc, ça vient en fait faire donner du travail à mon organisme. En plus, ça lui plaît pas du tout. Et moi, ça met dans un état de fatigue qui n'est pas normal, quoi. Ouais. Donc, dès que j'arrête du gluten, le gluten, ça va, ça va. Mais dès que je reprends, voilà, j'en mange un jour, ça va. 2 jours, je commence à sentir que mon métabolisme, il n'aime pas trop et que ça me ralentit. Mhm. Ça peut vraiment aider aussi sur l'aspect fatigue, Ouais, de oui, plus tout à fait. consommer des produits qui ne sont pas suffisamment digestes pour l'organisme. Ça peut vraiment aider sur le côté fatigue. Alors, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti Si, aussi. si. Ah Ouais. oui, mais moi, si je mange même un petit peu de gluten, moi, c'est l'horreur. Mon corps déteste. Déteste. Et oui, oui, je vais me sentir mal et puis je vais avoir mal à la tête. Non, non, moi, j'ai même aucun plaisir à en manger de toute façon parce que j'ai trop d'effets néfastes après. Donc non, le gluten, c'est fini pour moi. En tout cas, pour le moment, c'est fini. On verra bien plus tard, mais mm, Ouais. Donc là, c'est vraiment le premier point sur lequel il faut prêter attention, c'est avoir donc une alimentation qui est suffisamment digeste. La première chose. La deuxième chose, c'est une alimentation qui soit suffisamment riche en nutriments, en micronutriments. Parce que on a besoin en fait de cofacteurs pour faire fonctionner la thyroïde de manière optimale. Et c'est pour ça que, on va éviter les produits qui ne contiennent pas suffisamment de ces micronutriments en question. Je pense bien sûr aux produits transformés et ultra transformés, bien évidemment, qui ne contiennent plus grand-chose d'intéressant, mais vraiment essayer de se diriger vers une alimentation beaucoup plus brute, en fait, tout simplement. c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, Mhm, parce qu'en fait, dans une alimentation qui est la plus brute possible, et ben en fait, on a tout ce dont on a besoin, tout simplement. mhm. Il y a autre chose aussi que je remarque énormément sur les personnes que j'accompagne, mais c'est des femmes, donc peut-être que c'est un biais, mais de pas suffisamment manger de protéines. Alors ça, moi, je le vois tout le temps, mais alors dans Systématique. toutes les personnes qui me contactent, c'est ça, Systématique. voilà, je demande toujours l'assiette, Ouais. une assiette type, et il n'y a jamais assez de protéines. Mais alors loin du compte même. Ouais. Et donc, il faut savoir que les protéines, c'est vraiment les pierres qui vont aider à construire le système hormonal. Si on n'a pas suffisamment de protéines, le corps ne peut pas l'inventer. Il a besoin en fait de ces apports-là pour pouvoir Mm. fabriquer ces hormones. Donc,
Si on est en déficience de protéines, eh ben, on ne peut pas avoir un système hormonal et thyroïdien qui soit de qualité. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment souvent l'erreur que font la plupart des femmes. Et c'est vrai que c'est un petit peu le discours ambiant actuel qui veut ça aussi, malgré Tout tout, à faut quand fait. même se le Ouais. dire, Mm, mm. de dire il faut essayer de réduire au maximum sa consommation de viande, etc. Sauf que la viande, notamment les viandes rouges, les abats, sont extrêmement riches en micronutriments qui sont essentiels au fonctionnement de la thyroïde. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire l'impasse sur sa santé euh, pour se dire que voilà, il faut manger moins de protéines et tomber un petit peu dans ce dogme? Mm, mm. Voilà, c'est un petit peu un écueil que je constate voilà, de manière Oui, ultra ben, moi, je suis tombée là-dedans systématique. aussi, hein. Ouais. Ouais, ouais. J'ai fait ça pendant 7 ans et je pense que ça a énormément participé à ce que j'ai vécu ensuite, hein, des gros problèmes de dysbiose, d'intestin irritable, de SIBO, enfin, voilà. Mais oui, ben non, mais c'est vrai, en fait, Oui, puis je pense que ça affecte aussi tout ce qui est acide chlorhydrique, etc., de pas manger de viande enfin, de manger très peu de viande, parce que moi, c'était on a césarien. besoin, oui. On a besoin de cette acidité pour digérer correctement. Et ce qui fait que moi, bah, j'ai été comme toi, plus manger de viande, etc., vegan. Moi, j'ai fait que pendant 9 mois, mais je ne digérais plus rien au bout des 9 mois. Et c'est là que je me suis dit, attends, il y a un problème là, faut que j'arrête parce que mon corps n'arrive plus rien à digérer. Enfin, C'est bien, tu as pris ça quand même à temps, 9 mois, ça va encore. Parce que ouais, mais en fait, oui, 7 ans, c'est beaucoup, 7 ans à manquer de nutriments, quoi. Parce que déjà, je pense qu'il y a des gens qui arrivent hein, très bien à le faire, mais je pense que quand j'ai commencé l'alimentation végane, j'étais déjà végétarienne depuis très longtemps. Donc là, tu mets 20 ans aucune viande. ouais, Et je pense que ça commençait à faire un petit peu beaucoup en ayant déjà une fragilité intestinale. Ouais. de Et base, ouais. ouais, et puis maintenant, c'est vrai qu'avec la consommation de protéines indiquée par les médecins, par les nutritionnistes, et ben écoute, moi, Mhm. ça va 10 fois mieux, quoi. Bah oui. Enfin, c'est le jour et la nuit même d'ailleurs, hein. Et maintenant, Mhm. je sens qu'il y en a un besoin essentiel. Exactement. Parce que plus on a une qualité qui est importante et plus ça va être riche aussi en nutriments. Donc, essayer de manger le plus possible local et essayer de manger le plus possible voilà, des produits bio ou en agriculture raisonnée. Voilà, Ouais. d'avoir une démarche vis-à-vis de la qualité de son alimentation qui soit optimale, c'est extrêmement important. Ouais. Voilà pour le deuxième point. Est-ce que je peux te demander au niveau des Ouais. produits laitiers, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, c'est au cas par cas, vraiment. Mhm. Et je ne les mets pas tous dans le même panier, si tu veux. La consommation de lait, de yaourt et de fromage, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est des produits qui sont encore différents. Alors, bien évidemment, on choisit des produits de qualité avec des vaches qu'on brouté. Ça, Tout à fait. c'est juste le point de départ qui est capital, hein. Pour moi, il y a pas, on ne consomme pas des produits laitiers qui ne sont pas de vaches qui ont brouté. Bien Une sûr. vache, ça ne mange pas de graines. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les produits laitiers sont devenus des produits ultra transformés parce qu'on ne donne pas déjà à manger de Mhm. manière, comment dire, saine Oui. les animaux. Et, et à cela, on va ajouter en fait le fait de pasteuriser à gogo bah, tous ces produits-là, qui font que ça devient des produits qui deviennent malheureusement pauvres en nutriments, très peu digestes, parce qu'en fait, on tue déjà toutes les enzymes digestives. Donc ça devient plus intéressant. C'est plus un produit intéressant si on n'a pas ces deux conditions-là. Il faut vraiment prêter attention, encore une fois, à la qualité des produits et ça change tout. Euh, Après, je vois pas d'objection, mais c'est vrai que ça va être au ressenti, au cas par cas de chacun. Mhm. Tu vois, par exemple, moi, j'ai du mal à consommer les produits laitiers autres que le fromage. Parce que D'accord. voilà, ça génère une certaine fatigue chez moi, même s'ils sont de qualité. Après, c'est rare vraiment d'en trouver vraiment qui soient de qualité, je trouve. Le lait, bah, déjà, moi, Ouais. depuis petite, rien que l'odeur, ça me donne envie de vomir. Donc, tu vois, c'était un indicateur déjà. Ouais, non, moi, c'est pareil. Oui, oui, oui. Mais Moi, c'était le lactose qui n'était pas toléré du tout, même en étant enfant. ouais.
Si on a la chance, alors moi je suis dans le nord, pourtant le nord c'est vraiment pas connu pour, pour être très basé santé, parce que là franchement les gens sont pas trop intéressés par la santé par ici. J'espère que ça se développera un petit peu, mais par contre on trouve plein de petits producteurs locaux ben, un peu partout, même là ici autour de moi j'en ai plein, des producteurs de fromage bio, au lait cru, de chèvre, des petits producteurs de miel cru, etc. Il y en a partout. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, les magasins bio s'écroulent tous. Ah Mais ouais? oui, ici, ça tient pas. Il y a un magasin, nous, on avait un magasin bio ici dans la ville, un seul, qui a été remplacé par un magasin d'alcool. Et là, ça cartonne. Mais alors, le magasin bio, il y avait personne dedans. Donc bon, voilà, oui. Mais Mm. par contre, les petits producteurs de viande, de laitage, tous ces produits de la ruche, tout ça, oui, là, enfin, c'est le paradis, quoi. On en a plein. Mm. Ça, c'est génial. Ouais, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de ce C'est genre ça. de Ça, puis, produits, en fait. voilà, c'est ça. Et puis, en fait, c'est aussi moins cher que de s'approvisionner même en supermarché, Mhm. parce que tu as de la qualité et tu prends directement chez le producteur Oui. Et pas toutes les et marges c'est, qui se font après, voilà. Ouais. ouais, en supermarché. Non, parce que c'est souvent tu sais, les remarques qu'on reçoit, c'est bah non, mais on peut pas manger comme ça parce que c'est trop cher. Mais en Mhm. fait, je pense que bah, déjà, c'est un choix. Et moi, je fais le choix aussi de me priver sur d'autres choses. Voilà, je sors pas énormément. J'ai réduit certaines dépenses pour pouvoir m'alimenter correctement Mhm. et vraiment enfin, faire de ma santé la priorité parce que quand on n'est pas bien, ben, on peut rien faire au final. Enfin, c'est C'est ça, pas, on passe pour à moi, côté de sa vie, ouais, hein. c'est Enfin, je ça. sais pas si toi, tu as eu cette sensation-là, mais moi, pendant des années, j'ai eu l'impression de regarder ma vie passer, en fait. Ouais, oui, bien sûr. C'est Ah oui, horrible. oui. C'est Oui, c'est horrible. horrible. Oui. Et puis maintenant, tu te dis, mince, j'ai perdu du temps Tellement de temps, ouais. Mm. alors que j'aurais mis le budget nécessaire et puis pour aller voir un médecin fonctionnel directement, je pense que ça m'aurait économisé quelques années de galère. Mais du coup, Ouais. enfin, le point que je fais aussi ici, c'est que manger sain, c'est pas forcément, C'est pas certes, du c'est un peu restrictif. plus coûteux, mais c'est pas non plus, c'est possible. C'est possible, Largement. même avec un budget restreint. Moi, j'ai un budget restreint, clairement, et j'arrive à manger très, très sainement et correctement. Et voilà. Mais en allant chez les producteurs, je trouve qu'on économise quand même. Oui, ça reste très intéressant, vraiment. Puis Mhm. on arrête d'acheter des choses, des snacks, des produits, tu sais, les petits produits industriels qu'on avait l'habitude d'acheter, les petits Mm. biscuits et ci et ça. Bon, là, moi, il n'y a plus rien de tout ça dans le caddie depuis quand même assez longtemps. Et du coup, bah, voilà, il y a une économie qui se fait aussi à ce niveau-là. Et puis l'argent, hop, repart dans une viande de qualité ou la chèvrerie ou Oui, complètement. Et c'est vrai que ça amène du coup bah, au dernier point, c'est que il faut aussi pouvoir manger suffisamment. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur un régime qui est restrictif. Tu vois, ouais, tu non, parlais surtout pas. Ouais, surtout pas. de se dire, oh, ça va être un régime, etc. Non, c'est absolument pas l'idée. C'est même le contraire. C'est-à-dire que une restriction calorique qui est trop importante sur un trop gros nombre d'années peut amener aussi à une Oui, hypothyroïdie. oui, Donc, absolument. en fait, c'est quelque chose sur lequel il faut prêter attention. C'est qu'on n'est pas sur un régime restrictif et tout au contraire. Mm, Il faut vraiment apporter suffisamment de calories, d'énergie et de nutriments ouais, pour que le corps puisse fonctionner de manière optimale. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de femmes font finalement, c'est d'être trop dans la restriction, dans ces fameux régimes. mm, Et au bout du compte, bah, on peut déboucher sur bah, une hypothyroïdie. Voilà. mm. Oui, c'est Donc, vrai, on voit ça souvent, hein, énormément. ouais, Même bah, d'ailleurs, avec les problèmes de peau, c'est pareil. Je vois très souvent des femmes qui autant pensent très restriction. bien faire, qui sont en Ouais. restriction, qui pensent manger très sainement parce qu'elles vont manger du quinoa et des salades. Mais en fait, voilà, c'est trop de restrictions qui mènent justement aux problèmes digestifs et donc aux problèmes de peau et aux Voilà. problèmes de thyroïde, etc. Donc, en fait, il faut jamais être dans la restriction. Il faut être. C'est pour ça que l'alimentation, ça reste un pilier, même s'il n'y a pas que ça, comme je le répète tout le temps. Mais si déjà on bosse pas sur le problème de fond, sur ce pilier-là, en fait, on peut faire tout le reste, ça servira à rien.
Parce que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire finalement et Mm. qui va engendrer un fonctionnement hormonal de qualité. Voilà, c'est ça qui nous donne la vie finalement. Donc, il faut l'optimiser au maximum et Mhm. respecter ses besoins en termes de calories aussi. C'est ça. Parce qu'en Et fait, on met sinon son métabolisme en sous-fonctionnement. Et en fait, c'est exactement la définition de l'hypothyroïdie, c'est de mettre son métabolisme en sous-fonctionnement. Mm. Donc, en fait, Mhm. on le fait de manière mécanique finalement, en réduisant ses D'accord. calories de manière mécanique, quoi. Juste un petit mot sur le petit déjeuner. On a abordé un petit peu le sujet du jeûne intermittent en dehors, juste avant l'interview. Et du coup, j'aurais bien aimé que tu partages un petit peu ton avis là-dessus pour des femmes qui sont en hypothyroïdie. Est-ce que, un jeûne intermittent, c'est oui ou non? Est-ce qu'il y a un petit déjeuner type pour lancer le métabolisme le matin quand on se lève, qu'on est fatigué? Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent sur le petit déjeuner. Alors, moi, de mon expérience, parce que forcément, moi, j'ai tout testé, le jeûne intermittent y compris, hein, intermittent compris. J'ai même fait du jeûne de 24 heures pendant quelques temps, quelques mois. Clairement, ça a été plutôt catastrophique et Mm. je le conseille absolument pas pour les personnes qui sont en hypothyroïdie. Pour moi, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de ne pas manger de manière régulière, et notamment le petit déjeuner. Ça peut entraîner en fait un dérèglement hormonal, tout simplement, aggraver la fatigue. Donc moi, je le conseille absolument pas. Je conseille plutôt d'avoir un petit déjeuner qui soit suffisamment calorique le matin et vraiment mettre l'accent. Alors là, parce que je le vois aussi tout le temps, c'est de prendre suffisamment aussi de protéines le matin pour éviter les pics de glycémie, l'insuline, parce qu'une mauvaise gestion de l'insuline, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Une mauvaise gestion de l'insuline, ça va créer un dérèglement hormonal finalement. Donc, prendre les protéines le matin, c'est quelque chose qui est essentiel. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait sur chaque repas, c'est d'incorporer suffisamment de protéines justement pour réguler au maximum sa glycémie. Voilà. Ça Ouais. aussi, c'est un indicateur qui est hyper important quand on fait un check-up assez complet avec les médecins fonctionnels, c'est qu'ils regardent aussi beaucoup tout ce qui est glycémie, les Mhm. indices glycémiques. C'est un très bon indicateur et ça permet de savoir où travailler aussi, par exemple, si on a des problèmes d'insuline qui est pas optimal. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, vraiment protéines. L'idéal, bon, après, ça va dépendre des goûts de chacun, hein, mais une source de protéines. Donc, après, ça dépend. C'est vrai que souvent, les gens ont du mal à manger salé le matin. Mhm. Je pense que c'est Euh, aussi une habitude à prendre. c'est une habitude, ouais, mais c'est vrai que c'est très franco-français, c'est-à-dire qu'il n'y a Oui, aucun c'est pays ça. dans Mhm. le monde où les gens mangent sucré le matin. Et c'est très délétère, en fait, pour la santé. Donc, essayez de revenir à quelque chose peut-être de plus simple. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les œufs le matin. Mhm. Ou des crêpes sans gluten. C'est super bon. Ou du fromage, voilà. Essayez de trouver une source de protéines qui soit suffisamment intéressante pour vous. Il faut vraiment que l'alimentation, ça reste vraiment une source de plaisir. C'est-à-dire Mhm. qu'on ne va pas se forcer parce qu'on nous a dit que il faut essayer comment dire, de coller au maximum ouais, au principe de base en consommant suffisamment nos protéines, nos fameuses protéines. Et après, on se fait plaisir sur le moment de ce qui nous fait plaisir. Si ça te fait Mhm. plaisir de manger du saumon, du fromage, voilà, il y a pas de limite, quoi. Il faut juste que ce soit consommé de manière suffisante et à chaque repas. Voilà, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une source de protéines, de lipides et de glucides suffisante à chaque repas. Mhm. C'est extrêmement important. Ouais. La petite collation aussi de l'après-midi, c'est quelque chose que tu Ouais, conseilles carrément. aussi? Ouais. Alors même le matin, parce que moi je sais que souvent le matin, pareil, j'ai faim. Vers 11 heures, j'ai déjà faim. Donc je me prends un petit truc à manger. Il y a le collagène qui est pas mal, moi que j'aime beaucoup. Ça Mhm. peut être aussi, enfin pour moi c'est une source de protéines qui est hyper intéressante, qui est très digeste. Je le conseille beaucoup à mes clientes, elles adorent toutes parce que c'est vrai que bah, finalement c'est de la poudre qu'on met dans l'eau. On a son apport de protéines, on peut même le mettre dans son café le matin si on a envie. Voilà, c'est
consommable facilement. C'est pas forcément, il n'y a pas ce goût salé, on n'a pas l'impression de manger non plus un steak à 8 heures. Mais Et, bovin ou marin ou les deux? Le collagène, parce que c'est ça, tu as du moi, collagène c'est du bovin? bovin, moi. D'accord, ouais. Bovin, ouais. Mhm. D'ailleurs, des vaches qui ont mangé de l'herbe, tu vois. Vraiment aussi faire attention à ces détails-là parce qu'après, il peut y avoir toutes les qualités, Bien pareil, hein. sûr, C'est toujours une question. oui. En fait, c'est très souvent une question de qualité de produit. C'est pas forcément de choisir un produit en particulier, c'est déjà avoir des macronutriments qui sont respectés, donc protéines, lipides, glucides, qui soient Mhm. en quantité suffisante. Mais après, c'est surtout la qualité des produits qu'on va aller checker et qui est vraiment très importante. Voilà. D'accord. Et ouais, la collation, carrément. Pas de sucré, par contre. Parce que voilà, on veut gérer l'insuline de manière optimale, mais on va pas imposer à son corps des pics de glycémie folles alors que ça vient perturber le système hormonal. Donc ça, c'est important que la collation, ça peut être un fruit si on aime le sucré, parce que le fruit n'a pas d'impact réel sur la glycémie. Donc les fruits, on peut y aller les yeux fermés, par exemple. Mais oui, enfin pour moi, on a faim, on mange. En fait, la question, elle se pose même pas. Mhm. Ouais, c'est Euh, écouter aussi les besoins de chacun, exactement. les besoins du corps. Mhm. C'est extrêmement important pour moi, l'alimentation, c'est ça aussi, c'est être à l'écoute de ses besoins. Il y a des moments où on va avoir plus envie de manger telle ou telle chose. Il y a des moments où on va plus avoir besoin, par exemple, d'avoir une collation peut-être à 10 heures, peut-être à 11 heures, et puis peut-être aussi à 16 heures, à 17 heures. Enfin, faut arrêter de se mettre trop de dogmes en tête et il faut essayer de juste respecter les principes de base sur la qualité, sur la quantité et sur le fait que ce soit suffisamment digeste pour l'organisme. Et là, déjà, on a des très bonnes bases sur lesquelles après, on va pouvoir vraiment affiner si tu veux. Mais Mhm. vraiment, une fois qu'on a ces bases-là, on a fait quand même 80% du job, quoi. D'accord. Laure, bah, merci beaucoup pour tes conseils nutritionnels. Et du coup, comment on travaille avec toi si on veut être accompagné, si on est en hypothyroïdie et qu'on a besoin d'aide pour mettre en place bah, son alimentation qui va nous redonner la pêche et qui va nous aider à sortir de l'hypothyroïdie? Eh ben, j'ai un accompagnement du coup que vous pouvez retrouver sur mon profil. Soit vous m'envoyez un petit message ou alors j'ouvre de temps en temps des créneaux pour des appels découvertes sur mon accompagnement. Alors moi, je travaille uniquement en accompagnement pour toutes les raisons que j'ai expliquées là, c'est que il faut être ultra personnalisé dans son approche. Il y a des impondérants, mais après, il faut essayer vraiment de s'adapter au plus possible au profil et au parcours de la personne qu'on a en face de soi. Typiquement, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Par exemple, une personne qui a Hashimoto, on va pas donner les mêmes conseils qu'à une personne qui n'a pas Hashimoto. Mhm. Une personne qui est, par exemple, qui a d'autres pathologies, pareil, on va essayer d'affiner ses conseils par rapport au profil de la personne. Il y a des conseils qu'on peut donner à des personnes et pas à d'autres. Donc moi, j'ai pas une approche très stéréotypée. Au contraire, je veux quelque chose qui soit très personnalisé avec un vrai suivi sur la durée. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à poser des bases solides pour toute la vie. Parce qu'en fait, ces conseils-là, ils sont à mettre en place à vie finalement, hein. Il n'y a pas de recette Mhm. magique, il n'y a pas d'instantanéité. C'est vraiment un travail de fou qu'on fait. Et c'est comme ça que ça marche en fait finalement. Oui, c'est ça, parce que on peut retomber dans l'hypothyroïdie si jamais on retombe dans les mauvaises habitudes, j'imagine. Les mêmes causes amènent les mêmes conséquences. Donc oui. En fait, une fois qu'on a ça, en fait, on sait qu'on est prédisposé quelque part à avoir ce type de pathologie. Donc, l'idée, c'est de garder une certaine constance pour garder cette qualité de vie et plus retomber dedans et ne plus avoir de symptômes, oui. Et puis, ça se règle avec le temps aussi, hein. Il n'y a rien de magique, notamment au niveau du système digestif, hein. C'est le docteur Mouton qui disait que remettre d'aplomb un système digestif, c'est 9 mois. Mhm. Donc voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est un travail de fond. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette approche qui soit et à la fois globale, et à la fois globale, et à la fois personnalisée, et à la fois sur le long terme. Ouais. Parce que essayer quelque chose et s'arrêter parce qu'on se dit non, ça marche pas, bah, on perd du temps.
on perd du temps. Alors que là, les bases, une fois qu'elles sont posées, qu'on sait où on va et qu'on veut partir du point A au point B, moi, en fait, je suis comme un guide où je vous donne voilà, la carte avec la route à emprunter pour arriver à destination finalement. Mhm. Donc, ça permet de pas tomber dans certains écueils. Et puis, bah, moi, comme je dis tout le temps, moi, j'étais ma première cliente, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà tout testé. Donc je Toi, pense tu l'as que, vécu, tu sais, ah oui, je suis tu passée comprends. par Voilà, tu peux comprendre aussi ce par quoi les personnes, aussi, c'est ce qu'elles que traversent et puis et comment en sortir. Mm. et ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'avoir une vraie écoute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu médical, bah, on n'écoute plus les patients. Ça, il y a plus, je crois qu'ils n'ont plus vraiment le temps non plus de faire ça, Bah malheureusement. ouais, mais c'est catastrophique Mm. parce Ouais. que bah, les gens se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, plus sachant quoi faire. Et c'est vrai que je pense que sur le chemin de la guérison, c'est quelque chose qui est important de se sentir soutenu, de se sentir écouté parce qu'il y a beaucoup comment dire, d'errance médicale. Parce qu'en fait, mais les gens ne se sentent plus écoutés non plus. Moi, j'avais, je sais pas combien de symptômes, mais Ouais, 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 ouais. j'ai pas été écoutée. Mm. Enfin, on m'a dit, voilà, tu prends ta boîte de tardiféron et puis ça ira mieux dans 3 semaines. Bah non, en fait, Mm. ça allait pas mieux dans 3 semaines et ton tardiféron, bah, il m'a Ouais, non, bousillé de c'est l'intérieur, quoi. ouais, c'est Donc, ça. Moi, c'est pareil. On m'avait dit, ben voilà, vous avez ça, donc bah faut apprendre à vivre avec. Au revoir, madame. Bon, bah, ok, voilà une crème. Va bien. Mais quand même, enfin, c'est pour ça que la médecine fonctionnelle, c'est quand même super intéressant. Et c'est un là, c'est indispensable autre chose. aujourd'hui. La consultation, c'est pas 5-10 minutes, c'est 1 heure, enfin 45 minutes à 1 heure. On peut vraiment avoir une écoute attentive et vraiment une approche globale de tous nos symptômes, etc. Donc moi, je recommande ça aussi très vivement. Et d'ailleurs, Honnêtement, on a ouais. le même gourou médical. On adore le docteur Mouton. Bon, on lui fait un Ouais, on clin est des fans. d'œil. En tout cas, je vais mettre le lien de ton accompagnement sous la vidéo. Mhm. Et puis, si jamais les personnes qui regardent cette vidéo ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On fera de notre mieux pour y répondre. Avec Et plaisir. alors, je te remercie beaucoup d'être Merci à venue toi, et Hélène. d'avoir partagé cette expertise. Moi non plus, j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'espère que ça aidera, que ça pourra vous aider si vous souffrez d'hypothyroïdie. Et puis, n'hésitez pas à contacter Laure.